Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors pour ceux qui connaissent bien Michel Ndoul, qui est avec nous aujourd'hui, vous savez à quel point notre corps nous parle. Pour les autres, eh bien, nous allons essayer de mieux définir les messages que nous envoie ce corps. Parce qu'au début, souvent, ils sont assez silencieux et c'est justement parce qu'on ne veut pas les écouter qu'ils deviennent un peu plus violents, quitte même parfois à nous rendre malades. Pour mieux entendre ce que nous dit notre corps, peut-être faudrait-il développer un peu plus ses sensations. Vous savez, ce petit malaise dans le couple qui nous fait sentir que ça va peut-être pas tout à fait aussi bien, ce cœur un peu serré ou pourquoi pas une légère douleur à la pénétration ou bien même une érection un peu plus délicate qui ne vient pas comme ça aussi rapidement qu'avant. Alors il y a bien d'autres signes qui nous sont envoyés par nos organes, par nos muscles. Tiens, par exemple, une tendinite pour être plus clair encore ou une foulure à la cheville alors que justement on allait à un rendez-vous. Peut-être que ça veut dire quelque chose parce qu'en fait notre corps ne fait que transmettre ce que nos émotions ou notre psychisme nous dit et c'est bien connu, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais aujourd'hui, grâce à Michel Ndoul, eh bien, on va vous ouvrir grand vos oreilles et puis si vous avez envie de mieux comprendre ce que vous dit votre corps, eh bien, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Michel Ndoul. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes assez d'accord, j'imagine, avec tout ce que j'ai dit. Vous pouvez développer peut-être pourquoi justement à tel moment on va se tordre la cheville, pourquoi à tel moment on a mal à la tête, pourquoi, enfin c'est des petits signes qui a priori les 3/4 du temps on n'y fait même pas attention. Oui, vous savez c'est quelque chose qui est tellement important à intégrer et à apprendre qu'il a fait effectivement l'objet d'un de mes livres. Dis-moi où tu as mal, voilà. Je te dirai pourquoi chez Albin Michel. Merci Brigitte. Ben oui, c'est à moi de le dire, c'est pas à vous. Et Dieu sait si ces messages peuvent être divers et variés et nombreux. Le problème, c'est que nous sommes des enfants d'une époque qui a été une époque de science glorifiante du monde de la densité et de la matière, et qui est une époque qui a séparé le corps et l'esprit, et qui peut nous sembler absolument trivial et injustifié de penser qu'à un moment donné, notre corps puisse exprimer quelque chose qui est en lien, et qui soit en lien avec nos vécus psychiques ou nos émotions. Pourtant, c'est exactement de cette façon-là que cela fonctionne, et que nous sommes une sorte de couple en nous-mêmes. D'ailleurs, un des éléments fondateurs de l'évolution de l'être humain, c'est quand il arrive à se réconcilier avec ses dimensions internes et ses dimensions intérieures, c'est-à-dire laisse s'exprimer quelque chose qui est au fond. Parce qu'au fond de nous, il y a un être subtil, on va dire, un être perceptible, un être sensible qui sent les choses qui vont ou qui ne vont pas, qui sent les besoins réels qui sont les nôtres. Et puis, à un moment donné, lorsque notre façon d'avancer sur le chemin de la vie n'est pas très satisfaisante de ce point de vue-là, ou pas très en cohérence avec ces attentes profondes qui peuvent être les nôtres, eh bien, il commence à y avoir des petites tensions qui émergent et qui essayent de dire hop là, il y a un petit truc qui va pas. Un peu comme un enfant qui commence à faire des petites bêtises ou à avoir des notes un peu moins bonnes à l'école et qui, finalement, ne cherche qu'une seule chose, c'est réattirer l'attention. Et que l'intensité, c'est ce que fait notre corps en fait. C'est ce que fait notre corps. Et que l'intensité du signal et du message est directement proportionnelle à la chape de plomb que nous avions mis pour ne pas entendre ce qui était au fond. Alors on en parle parfois tous les deux, Michel Ndoul. Il y a ce qu'on appelle la maladie, donc c'est quelque chose que tout le monde comprend quand on parle de maladie. Et souvent on a tendance à dire c'est pas de chance, c'est les gènes, etc. Et puis il y a aussi l'accident. Et là on dit quoi ? On dit c'était pas de bol, j'étais là à ce mauvais endroit, c'est le hasard, etc. Vous êtes assez contre cette idée-là, vous. Vous dites même un accident, finalement, c'est peut-être un acte manqué. Oui, c'est ça. Freud l'a très bien étudié à travers sa théorie de l'acte. Alors lui, il appelle ça l'acte manqué. Moi, je l'appelle l'acte réussi, parce que quelque chose au fond de nous a enfin réussi à s'exprimer. C'est une espèce de croche-pied que. Enfin, quand on se retrouve avec la jambe cassée, on a du mal à appeler ça un acte réussi, quand même. Bien sûr. Mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui, à ce moment-là, me disaient qu'elles étaient sur un lit d'hôpital ou ailleurs, en disant mais de toute façon, j'avais pas d'autre façon de m'arrêter. Et que, évidemment, que dans l'instant et dans le moment de la souffrance et dans le moment de l'inconvénient ressenti, on ne peut pas entendre ça. Mais c'est qu'après,
après coup, on se rend compte qu'effectivement, on avait le temps de digérer tout ce qu'on va traverser. Maturer les choses, on se rend compte qu'effectivement, au plus profond de nous-mêmes, nous savions que nous étions en train d'aller dans le mur et qu'il fallait que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre. Et il y a des forces à l'intérieur de nous. C'était Carl Gustav Jung qui disait qu'à tout moment, notre inconscient pouvait prendre le pas sur le conscient pour pousser l'être à la métamorphose. C'est-à-dire une manière avec laquelle quelque chose au fond de nous va mettre en place une espèce de mise en scène dans laquelle nous allons nous heurter à quelque chose pour créer cette espèce d'électrochoc qui réveille la conscience. Et c'est exactement la même chose pour le processus de la maladie, c'est-à-dire, on dit en médecine traditionnelle chinoise que la maladie apparaît dans l'organe quand la conscience qui l'habite le quitte. Eh bien, la souffrance ou la douleur dans une zone corporelle... Ça voudrait presque dire que la maladie va ramener de la conscience dans le corps. Elle ramène de la conscience dans le corps, puisqu'elle réoblige à porter attention à la zone, qui est la zone dans laquelle on l'a oblitérée. Et ça, on n'est pas dans quelque chose qui est un processus de pensée magique, on est simplement dans un processus dans lequel des structures profondes, on le sait aujourd'hui en médecine, donc des impacts émotionnels, peuvent être immunodéprimants. Mais si l'immunité baisse, eh bien, les virus qui étaient présents là et qui ne nous auraient pas atteints sinon, vont à ce moment-là nous atteindre. Et c'est en cela où la maladie quitte le champ du hasard pour être simplement devenue une opportunité pour un agent extérieur de rentrer à l'intérieur de nous parce que nos défenses sont tombées, parce que nous étions en période de fragilité. Et peut-être ce qui est important à dire là, et puis après évidemment on donnera la parole aux auditeurs qui ont peut-être eu un accident ou qui ont peut-être une maladie qui ont envie de mieux comprendre et de mettre du sens. Ce qui est important à comprendre, c'est que dans votre discours, c'est pas pour culpabiliser les gens, c'est juste pour qu'ils soient responsables de leur vie et qu'ils avancent dans la bonne direction. Enfin, on est bien d'accord. Qui rectifient le tir éventuellement, etc. Nous sommes des êtres d'habitude. Et dans le ronron de la vie, si rien ne nous bouscule à un moment donné, nous aurons tendance à vouloir absolument préserver ces habitudes qui sont les nôtres et qui nous sont si confortables et si sécurisantes. Sauf qu'éventuellement, c'est peut-être elles qui nous mettent en péril et que l'interpellation et l'intensité de l'interpellation est un vecteur d'autant plus porteur d'énergie pour nous donner les moyens de changer. Et il me semble que plus on résiste justement en amont, si je puis dire, au changement qui serait bien pour nous, pour notre transformation, notre révélation d'âme, allons jusqu'au bout, allons parler d'âme, plus l'accident ou la maladie sera brutal. C'est une pure question de mécanique et d'énergétique. C'est comme un élastique que vous tendez. C'est comme le joint de la cocotte minute que vous resserrez alors que ça continue à chauffer à l'intérieur. Quand le joint lâche, ça fait très très mal. Voilà. Eh bien, si vous avez envie de donner du sens à quelque chose qui vous est arrivé ou qui vous arrive, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. On pourra évidemment, comme toujours, ne pas donner la parole à tout le monde, mais on essaiera de vous aider le plus possible. Et puis, de toute façon, en écoutant les autres, souvent, on entend des choses qui nous concernent tous. Sud-Heure, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul, créateur de l'Institut français de Shiatsu et auteur de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, c'est aux éditions Albin Michel. Natacha est avec nous. Bonjour Natacha. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité, bonjour. À Monsieur Odoul. Et encore merci de me prendre à l'antenne dans cette émission. Merci à vous de réagir, Natacha. On a besoin de vous. Il n'y a pas de souci. Alors, je crois que vous avez envie de nous parler de cette intuition que vous avez eue il y a quelques jours, qui vous a évité un accident de voiture, c'est ça ? Oui, c'est ça, un potentiel accident de voiture, parce que j'étais sur une route assez étroite et pas très très fréquentée, mais voilà, un petit peu dangereuse. Et j'ai eu comme un flash en ayant vu une voiture, une grosse voiture, mais comme on n'a pas chez nous, américaine, le gros truc qui prenait toute la route. Et en fait, je me suis dit, attention, tu vois que c'est un flash, tu peux pas voir ça sur tes routes à toi, c'est rare, mais fais attention. Et puis 2 virages après, une espèce de gros 4x4 SUV, dont je tairai peut-être la marque. Ça existe encore, ce genre de voiture. Et de plus en plus, qu'ils n'ont rien à faire sur les petites routes en ville, voilà, encore dans les chemins de campagne, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, waouh, voilà, ton intuition, c'est à des moments, je trouve, quand on est moins fatigué. Vous voulez dire que si vous n'aviez pas eu cette grosse voiture américaine avant, vous auriez peut-être roulé plus vite et le 4x4 vous aurait accidenté, c'est ça ?
Oui, peut-être que je me serais moins tenue sur le côté. Votre côté de la route, oui. Voilà, que j'aurais été moins. Et là, d'un coup, comme quelque chose qui me dit, hop, attention, voilà, la route, elle est pas que pour toi et tu peux recroiser des gros véhicules. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai pas été trop surprise parce que j'étais en alerte un peu. Je faisais attention, quoi. Voilà, il m'arrive des choses comme ça, mais je crois qu'il faut être relativement bien aligné. C'est des périodes où on est plutôt bien dans sa tête, quoi, parce que sinon il y a trop de parasites qui font qu'on n'est plus connecté avec, alors je sais pas, l'invisible, l'infiniment grand, l'infiniment petit, je sais pas comment on appelle ça, mais on peut être connecté. Mais très souvent, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, Michel Oudoul, mais très souvent, je pense quand il y a un accident, il y a toujours 2-3 paramètres qui se mettent ensemble et qu'on a un petit peu négligé, je trouve. C'est dans l'idée générale de ce que nous évoquions tout à l'heure. Je crois que nous avançons malheureusement la plupart du temps sur le chemin de la vie avec une conscience plus ou moins endormie, plus ou moins assoupie, quelles que soient les raisons de cela. Et l'anecdote que vous citez est très démonstratrice de ça, c'est-à-dire que lorsqu'on est à la fois disponible, déjà, on a la possibilité de recevoir un certain nombre de signaux et de messages. Mais vous auriez tout à fait pu être préoccupé par quelque chose, etc. Et que cette image flash d'une grosse voiture américaine, vous auriez pu la balayer et continuer à vous laisser préoccuper par ce que vous aviez et oublier que vous avanciez sur une route particulière qui était une route réelle et bien porteuse de risques éventuels. Et cette non-vigilance aurait fait qu'effectivement, vous seriez peut-être sorti un peu plus vite qu'il ne fallait du virage et que vous auriez rencontré ce gros 4x4 qui, lui, était la voiture qui, dans le réel, venait à votre rencontre et aurait pu générer l'accident. La vigilance et la conscience, c'est quoi ? C'est la présence à soi, c'est-à-dire c'est être présent à ce que l'on est et en fait dans l'ici et maintenant. Alors c'est d'autant plus effectivement facile et faisable et concevable entre guillemets quand tout va bien et quand, comme vous le dites, on est bien ou on est en forme, alors qu'en fait le processus il est totalement inverse, c'est-à-dire que plus on est fatigué, plus on est mal en point, plus on est contrarié, etc., plus ce sont dans ces moments-là les moments où il y a une nécessité à être très vigilant. C'était, je crois que c'est Voltaire ou Montesquieu, je ne sais plus lequel des deux, qui avait dit à son chauffeur « Va doucement, Jacques, je suis pressé ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est essentiel à intégrer. C'est que, comme Brigitte le disait, souvent il arrive qu'on soit dans des accidents et où on a eu des espèces de signes avant-coureurs et on les a balayés, on est passé à autre chose. Il faut être des gens sérieux. Ça serait quand même étonnant que le subtil nous informe de quelque chose. Mais sauf que le subtil, il ne fait que ça. Aucune de nos pensées, ni de nos gestes, ni de nos mouvements, ni de etc., ne vient d'ailleurs que du subtil qui est au plus profond de nous et qui lui-même est connecté avec le reste du monde. Il y a donc une vraie synchronisation des informations et qui, comme lorsque on cherche une radio particulière sur un poste de radio, eh bien demande à ce que nous ayons mis le scanner sur la bonne dimension et la bonne direction. C'est-à-dire ceux de radio. Par exemple, Sud Radio. non, je dis ça mais en plaisantant, mais pas tant que ça, parce que parfois j'ai eu des auditeurs qui m'ont parlé qu'ils étaient tombés tout à fait par hasard sur mon émission qu'ils ne connaissaient pas en cherchant justement une fréquence et que depuis ils écoutaient quoi. Donc c'est vrai que c'est des choses qui existent. Oui, mais Jung a beaucoup travaillé là-dessus. On l'évoquait tout à l'heure avec une intervenante de l'émission aussi sur cette question de la synchronicité qui est assez troublante, qui fait que quand on rencontre ou vit une situation donnée, on se met à recevoir et à percevoir ou à rencontrer plein de gens qui sont dans les mêmes logiques, les mêmes dynamiques ou posent les mêmes questions. Et le chemin de vie, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement précis et concret, et en même temps, c'est une progression de soi. Et lorsqu'il y a des erreurs de parcours, des directions qui sont prises à des moments donnés qui ne sont pas obligatoirement les bonnes, il y a toujours des signes avant-coureurs. Il y a toujours ce que Coelho appelait un espèce de langage du monde qui essaye de nous interpeller pour attirer notre attention. Et à nouveau, c'est une question de conscience et de vigilance. Mais là, je voudrais vraiment réinsister là-dessus, c'est-à-dire qu'il est vraiment essentiel de comprendre que plus on est dans une phase de vie qui est difficile, qui est compliquée, qui est lourde, plus on est fatigué, plus on est épuisé, etc., plus c'est le moment où il faut que nous ralentissions nos process pour garder le peu d'énergie disponible à une certaine vigilance, parce que c'est dans ces moments-là que nous sommes en danger. Qu'on risque un accident, justement. Qu'on risque un accident, parce que tout ce qui a été retenu au fond
va profiter de la faille qui est là à ce moment-là pour pouvoir se libérer. N'est-ce pas? Et où va fragiliser notre système immunitaire et on risque en effet d'avoir la grippe. Et soit ça nous conduira effectivement à l'acte manqué, on cassera un objet, on renversera quelque chose, on fera une chute. On aura un accident sur un parcours où on passe tous les jours de la même façon, avec le même véhicule, le même engin, etc., etc. Mais ce jour-là, on aura quelque chose. Natacha, vous voulez réagir? Oui, c'est vraiment très très intéressant ce que vous dites l'un et l'autre. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans la vie, quand on a un objectif plus ou moins important, mais plus il va être important, plus ça va être un peu un challenge, soit pour évoluer, soit pour se sortir d'une situation compliquée. Et je crois que justement, dans ces moments-là, comme disait Michel Odoul, si on est fixé sur l'objectif qu'on veut atteindre et qu'on n'en démord pas, je crois que ce que vous avez appelé le subtil, oui. Va nous envoyer les messages qui iront dans ce sens ou pas. Et si on est capable d'écouter, on saura si l'objectif qu'on s'est fixé, on peut continuer à l'atteindre parce que il y a les synchronicités, il y a le livre sur lequel vous tombez, la personne que vous rencontrez et qui va vous faire dépasser une étape de plus et petit à petit vous permettre d'arriver jusqu'à votre objectif. Et si ça se passe pas, il faut s'écouter. Et effectivement, c'est que la décision qu'on avait prise, je crois que c'est pas la peine de forcer le destin, elle était pas la bonne, quoi. Oui, vous avez raison. Quand quelque chose ne fonctionne pas, qu'on met toute l'énergie pour arriver à tel objectif et que ça fonctionne pas, c'est peut-être que c'est pas l'objectif de vie, c'est pas ce chemin-là actuellement qu'il faut prendre. Il y a un principe fondamental qui est à intégrer, c'est que la vie n'est ni perverse ni méchante. Elle ne cherche pas à nous faire souffrir. La vie m'enchante. Voilà. Et donc, ça, c'est du chamanisme. Si nous sommes dans des contextes, dans des environnements ou des moments dans lesquels les résistances du monde extérieur nous sont vraiment douloureuses ou empêchantes, ça n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, le fait qu'elle nous tend des pièges pour voir si nous sommes capables de dépasser l'obstacle. Pas du tout. C'est comme la question de faire la différence entre l'intuition et puis certaines prémonitions ou, on va dire, des fantasmes intérieurs. Les intuitions sont jamais négatives, elles sont toujours des propositions ouvertes. Et donc, partant de là, quand on suit ces principes-là, quand on va dans le sens qui convient, toutes les traditions du monde nous le disent. Toutes les traditions du monde, même la nôtre, même la tradition judéo-chrétienne. Vous lisez les évangiles de Jean, il vous dit ce que vous voulez, croyez que vous l'avez, et bientôt vous l'obtiendrez. C'est-à-dire qu'il y a une vraie incitation dans toutes les grandes traditions porteuses du monde, quelles qu'elles soient, pour nous dire que quand nous avons une envie, un projet ou quelque chose vers quoi nous voulons aller, il faut non pas nous préoccuper des moyens, mais il faut juste nous préoccuper de continuer à nourrir le terreau de la confiance. À partir de ce moment-là, les choses arrivent. Et je précise d'ailleurs que dans ce livre qui était sorti il y a déjà quelques années, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux aux éditions Albin Michel, vous parlez du juste désir, justement. Oui. Mais faut-il encore le connaître, son désir? Bien sûr. Mais pour pouvoir le connaître, faut-il lui ouvrir la porte et lui laisser de la place pour qu'il s'exprime. Évidemment. Or, nous sommes dans des sociétés de bruit, d'agitation et de course à l'échalote derrière la pulsion du plaisir. Merci en tout cas Natacha, de votre témoignage, parce que vous ouvrez vraiment le débat du jour. On essaye de vous aider à développer votre intuition. Moi, j'aime bien parler de notre sixième sens quand on parle de l'intuition, parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on ressent et qu'il faut écouter. Merci beaucoup Natacha. On va faire une petite pause et puis on retrouve notre Sexy News, Julia Palombe, qui nous a rejoint. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors Michel Odoul, Julia Palombe est avec nous et je ne sais pas de quoi vous allez nous parler, tcha-tcha-tcha. Waouh, tcha-tcha-tcha, d'amour évidemment toujours, mais enfin, en attendant cette semaine, la France durcit et pas forcément là où on l'attendait. Dans la rue, le peuple fait ça devant tout le monde, le poing et non la verge malheureusement, levé, tendu comme un arc vers le ciel gris et mouillé, grande partouze d'hiver mesdames et messieurs, oubliez la Fashion Week, dorénavant pour briller sur les réseaux sociaux, il faut avoir participé à la dernière grève en vogue dans les écoles, les transports en commun, dans la rue, dress code, pancartes et haut-parleurs. Oh là là, c'est chaud. C'est l'amour au Sénat. Waouh, tcha tcha tcha. Et l'index se débat. Waouh, waouh.
genoux. Vous allez me dire à quoi bon parler d'amour lorsque le pays est à genoux? Eh bien justement, je connais une merveilleuse façon de donner du plaisir à genoux. L'art de la fellation, tout un programme. Pas si éloigné de la politique, ceci dit. Non, mais ok, d'accord, j'arrête, parlons d'amour. Car c'est de ne plus s'aimer que nous crevons en réalité. De ne plus trouver le chemin des sentiments que nous flanchons. Alors, j'oserais dire, tant pis, je vais encore me faire assassiner, mais c'est pas grave. J'oserais dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de têtes de cégétistes qui n'ont pas l'air très épanouies sexuellement. Il faut que vous fassiez quelque chose, Julia. C'est dit. Je vais peut-être descendre dans la rue, moi aussi, toute nue avec ma pancarte. Mais je crois, en tout cas, que c'est vrai, c'est de ne plus s'aimer que nous crevons, de ne plus nous caresser que par écran interposé que nous nous épuisons, de ne plus considérer le don de soi comme un trésor, de tout vouloir acheter au prix de notre liberté perdue. Notre humanité se meurt. Nous épuisons nos forces vives, notre joie, notre enthousiasme, à grands coups de capitalisme forcené, de propriété privée, de profit, de concurrence, d'accumulation. Et la tendresse, bordel. À quoi bon posséder toutes les richesses de la terre si à l'intérieur de ton cœur, ça moisit? À quoi bon la cuisine dernier cri, le canapé extra large, le four multifonction, si tu n'es plus capable de sentir ta chair vibrer? Remarquez, c'est très écologique, vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais oui, mais moi je suis une écolo du cul, je le savais. Je crois que c'est très moderne, vous avez raison de le souligner. À quoi bon voyager dans le monde entier si de toi à toi le chemin est entravé? Si tu ne sais plus qui tu es, si le matin quand tu te regardes dans le miroir, tu es un étranger. C'est pas la grève qu'il faut reconduire, hein, c'est l'amour qu'il faut reconduire de toute urgence. Oui, je crois que l'amour peut nous sauver de la bêtise du monde, mais encore faut-il le vouloir par-dessus tout. Et je sais que je ne suis pas la seule à rêver à ce monde d'amour, de poésie, de beauté charnelle. Je sais que je ne suis pas la seule à espérer dans la lumière du jour qui se lève chaque matin, à écouter cette petite musique qui s'avance comme un refrain délicieux et gourmand et entêtant. Tu aimeras mon fils, tu aimeras ma fille, et tu ouvriras grand tes yeux sur le ciel étoilé, et tu prendras ton élan pour sauter de l'autre côté de la rivière, et tu t'approcheras pour respirer l'odeur réconfortante des arbres et des fleurs, et tu tomberas bien sûr, mais tu te relèveras, tu oseras, tu essuieras tes larmes, tu apprendras, tu as tout ton temps. C'est en aimant que l'on devient amoureux. Et pour finir, je cite Théodore Adorno parce que je trouve cette citation magnifique. Face à la musique de Schubert, les larmes coulent sans questionner l'âme auparavant, puisqu'elle se précipite sur nous avec la force même de la réalité, sans le détour de l'image. Nous pleurons sans savoir pourquoi, parce que nous ne sommes pas encore tels que cette musique nous promet d'être, mais seulement dans le bonheur innommé de sentir qu'il suffit qu'elle soit ce qu'elle est, pour nous assurer qu'un jour, nous serons comme elle. Vive la musique, vive Schubert et vive l'amour. Et puis vous avez dit un mot important, hein, Michel Odoul, tu oseras. C'est peut-être ça aussi qu'il ne faut jamais oublier. La vie est courte, mais si on n'ose pas, elle est franchement un peu... Oui, puis la première nécessité pour oser, c'est d'être droit, c'est de se tenir droit. Or, c'est la posture et la stature qui est celle de l'être humain, qui est celle de la réalisation de soi, c'est celle qui ouvre la poitrine, qui ouvre le sternum, qui ouvre le cœur. Le regard qui porte loin est un regard qui est quand même porteur de projets et de perspectives. Et ces projets et ces perspectives, ils ont besoin d'une énergie pour les nourrir. Et l'amour et la confiance dans la vie, et évidemment dans l'autre, sont fondamentaux. L'amour que les enfants ont reçu fait d'eux des combattants de la vie dans le bon sens, dans le sens juste et noble. Merci Julia, merci Julia Brigitte. Je rappelle qu'on peut vous retrouver donc tous les samedis à 21h30 au théâtre Montmartre Galabru. On peut y aller parce que c'est un spectacle très intéressant par rapport à cette émission. Justement, ça s'appelle Fantasie. Vous avez un fantasme, vous mettez ça sur un petit bout de papier et Julia sur scène réalise votre fantasme. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Mais on n'est pas loin, oui, voilà. Tout à fait. Vous pouvez venir, je me chargerai de vous. Merci Julia Palombe. Merci, et ce soir juste une minute. Ce soir, je célèbre les 50 ans de Playboy. Je chanterai sur la scène du Nopi. C'est un club très branché dans le sud de Pigalle, le quartier Pigalle. Alors si vous êtes dans le coin, passez m'embrasser. Vous flirtez avec Playboy. Non, je ne dirai rien. Merci Julia Palombe. Merci. Laura, bonjour. Bonjour. Merci. J'étais dans mes pensées. Elle m'a presque fait pleurer, Julia. Mais des pleurs de joie.
des larmes Oui, de joie. d'émotion. Ah oui, D'émotion. tout à fait. Bonjour Brigitte et bonjour Michel Odoul. Bonjour. Merci de me prendre et je suis grande fan de vous, Michel Odoul. J'ai lu vos livres. J'ai acheté récemment la version augmentée qui est toujours aussi passionnante. Et merci d'écrire ce genre de livre parce que je pense que ça nous permet, quand on les lit, de lire un petit peu mieux au travers de soi. Vous avez tout à fait raison, Laura. Merci, parce que c'est vraiment, c'était ce qui était le but recherché, et on est toujours agréablement touché quand on entend ces retours-là. Oui, bah écoutez, oui, merci à vous. Alors, quel est votre témoignage, justement, Laura? Alors, en fait, voilà, je voulais un peu vos lumières, Michel, parce que je suis née prématurée déjà, ainsi que mes frères. Et quand je suis née, j'avais un énorme angiome à l'arrière-bras gauche, et donc j'ai laissé une cicatrice. Et c'est vrai que j'ai pas eu une enfance facile, ni moi ni mes frères, hein, parce qu'on n'a pas eu une maman bien sécurisante, on va dire, juste parce que je pense qu'elle savait pas trop aimer ou comment bien faire, et que visiblement moi j'ai eu après à travailler sur moi pour quand j'ai eu des enfants, etc. Enfin, j'ai fait vraiment une machine arrière, une rétrospection sur moi pour essayer d'avancer, sinon je serais, je pense, tombée un petit peu dans le mal. Mais voilà, et je m'étais dit, peut-être que ma question c'était, est-ce que finalement quand je suis née, je portais déjà quelque chose qu'on m'aurait transmis avec cet angiome qui était important, le fait d'être préma, comme si j'avais déjà une charge avant d'être née, quoi. Alors là, vous posez deux questions intéressantes. Déjà, est-ce que le fait de naître prématurément, quelle signification ça pourrait avoir? Et puis ensuite, est-ce que quand on est avec déjà quelque chose, alors qu'on n'y est pour rien, je veux dire, quelle signification ça peut avoir? Oui, alors là on est vraiment sur des questions et des sujets sensibles, sur des choses qui ont à voir avec quelque chose que notre cortex et notre champ conscient ne peut pas comprendre ou ne peut pas entendre. Évidemment. Dans le conscient, là où nous sommes en train de nous rencontrer et d'échanger verbalement, qui est géré par notre cortex cérébral, il y a des logiques très basiques de oui, non, vrai, faux, tort, raison, etc., etc. Et c'est le phénoménal et ce qui est perceptible par les sens qui existe, le reste n'existe pas. Il est bien évident que lorsque cela concerne le bagage avec lequel on vient et celui avec lequel on s'incarne, comme on dit dans les philosophies orientales, on touche à un champ qui est un champ qui s'appelle le champ du subtil, je l'évoquais déjà tout à l'heure, c'est-à-dire qui est un champ mémoriel que l'on porte lorsque l'on vient. Ce champ mémoriel, il peut avoir des origines diverses et variées. Le premier d'entre eux, on le connaît maintenant en Occident, ça s'appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on arrive, déjà, nous ne sommes pas des voyageurs sans bagage, parce que nous portons un bagage familial qui peut être transmis directement ou indirectement. Il y a un bagage familial à travers les chromosomes et la génétique, ça c'est le bagage familial matériel de la densité qui est transmis, oui. Et il y a le bagage qui est le bagage psycho-émotionnel, où il y a des histoires familiales, il y a des secrets de famille, etc. Il y a des charges qui sont des charges importantes qui peuvent être portées par des enfants qui viennent au monde. Et donc, on va trouver des pistes là-dedans. L'extrême-orient va encore un peu plus loin dans ces éléments de référence-là, puisqu'il considère même que d'autres éléments peuvent venir d'un petit peu plus loin et que l'ensemble de tout ça, en tout cas, participe à ce qui s'appelle des choix d'incarnation. C'est-à-dire que l'on vient pour réaliser quelque chose comme quelqu'un qui rentre dans une école pour venir apprendre et pour venir réaliser un certain nombre de situations, apprendre un certain nombre de leçons et de données. Et que donc jamais, à aucun moment, je disais tout à l'heure, la vie n'est pas perverse ou méchante, eh bien les charges et voire même les handicaps que l'on peut avoir ne sont pas des choses qui sont destinées à nous rendre de parcours difficiles. On considère que dans la vie, comme dans la compétition, quand on donne un handicap, c'est parce qu'on a affaire à des gens qui sont forts et que la personne a toujours les moyens de dépasser cela. Alors, la question de la naissance prématurée, bien sûr, il y a sans doute une urgence à vivre et à réaliser. On peut dire que, et si on est dans le champ du cortex, on va dire c'est ma mère qui m'a pas aimé, qui m'a mal porté, elle avait envie que je dégage très vite parce que j'étais un poids pour elle. On peut dire ça très schématiquement, mais on peut aussi se dire à l'intérieur, et finalement c'est souvent des témoignages qui arrivent quand on travaille avec des personnes dans l'état de champ de conscience modifié, qu'on fait retourner dans les phases mémorielles intra-utérines, etc. On entend très souvent au contraire ce retour qui dit mais non, c'est que j'étais pressé d'y aller, c'est que j'étais pressé, moi rester là-dedans ça m'intéressait pas de rester dans le noir, j'avais envie de prendre la vie et de la bouffer à pleines dents. Et que donc
on peut poser les deux hypothèses possibles. J'aurais toujours tendance à poser l'hypothèse de dire, si j'ai eu envie de sortir plus vite, comme parfois certains enfants n'ont pas envie de sortir du tout et veulent rester plus longtemps, c'est que sans doute j'avais quelque chose qui était quelque chose de puissant à réaliser. Si je me suis retrouvé avec une épreuve physique à dépasser, qui m'a donné de l'inconfort, qui peut m'avoir fait douter, qui peut m'avoir blessé, parce que c'est pas simple d'avoir une difficulté quand on est un enfant, surtout quand le contexte environnemental n'est pas capable de nous amener de l'information et de nous nourrir sur ce plan-là. Surtout quand le contexte, comme vous le disiez par rapport à votre mère, est un contexte dans lequel on n'a pas ressenti cet amour inconditionnel qu'on pense qu'on devrait avoir, eh bien ça nous produit et ça nous propose une chose qui est une chose majeure dans la vie et que malheureusement les gens qui n'ont pas de soucis ne mesurent pas, c'est que nous sommes seuls face à la vie. Mais seuls face à la vie, pas dans le fait d'être perdus, mais les réponses à toutes les challenges et toutes les questions que la vie nous pose, il n'y a que nous qui pouvons y répondre. Et ce ne sont donc pas les autres qui peuvent le faire à notre place. Et quand nous avons ce besoin d'avoir à nous battre pour une réalité physique, d'avoir à dépasser quelque chose, l'angio n'est pas quelque chose de simple, puisque le moindre choc peut générer des hémorragies, etc. On a besoin, on l'évoquait avec le témoignage précédent, d'être présent à soi, d'être vigilant, d'être attentionné, de faire ce qui convient pour dépasser l'épreuve. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un sans doute qui a développé une force de caractère que beaucoup de gens bien portants n'ont pas. Qu'est-ce que vous diriez, Laura, en réponse? Il me donne envie de pleurer. Ah bah allez-y, pleurez un bon coup. Oui, c'est ça. Mais oui, j'ai en fait, je me suis toujours dit, moi quand j'ai eu des enfants, je me suis dit qu'une maman, même si elle ne savait pas aimer ses enfants, il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui faisait qu'elle les aimait de façon inconditionnelle, même si elle ne le savait pas montrer. Et à partir du moment où j'ai compris ça, c'est vrai que j'ai énormément grandi. Et oui, j'ai une force de caractère, même si de temps en temps, quand j'écoute des dialogues comme ça, oui, j'ai un sentiment de me sentir extrêmement seule. Comme si en fait cet abandon qu'on m'a laissé comme ça, toute petite. Oui, mais voyez, voilà. Ça montre. Enfin, votre sensibilité est certainement très grande, Oui. Laura. Mais ce que vous avez dit sur votre mère, qui fondamentalement, forcément, vous a aimé, j'ai envie de dire que c'est vous-même qui fondamentalement vous avez appris à vous aimer. Et après, vous pouvez mettre derrière le mot de votre mère, c'est pas grave. Mais ce qui est important, je pense, c'est qu'à un moment donné, oui, vous vous êtes prise en charge et vous vous êtes aimée et vous vous êtes donné les moyens déjà d'être mère. C'est ça qui est important. Et je pense que c'est ça le sens de la vie et le sens de ce que Michel vient de nous dire. Ce potentiel que vous aviez en vous, si vous voulez, c'est quelque chose qui rayonne. Oui, tout à fait. On me dit que souvent je suis très solaire, mais c'est vrai que j'ai enfin compris, mais c'est plutôt récent, hein, je vous avouerai, c'est pas très ancien, qu'avant d'aimer bien les autres, il fallait bien s'aimer soi. Avant de bien aider l'autre, il fallait s'aider soi en premier. Ce sera notre sujet demain. On vous donnera quelques pistes pour apprendre à vous aimer, parce que c'est vrai que ça fait partie quand même des grands handicaps de beaucoup de gens. Hein. Voilà. Et c'est pas un égoïsme du tout de penser ça. Mais de bien savoir s'aimer, c'est bien transmettre. Mais oui, et ça passe obligatoirement par le fait d'aimer profondément la vie et de lui faire confiance. Et parfois c'est difficile. Hein. Moi j'ai une des plus grandes leçons de la vie que j'ai reçue un jour. C'est un matin, je m'étais levé, j'étais de mauvaise humeur. J'étais plus jeune, j'étais de mauvaise humeur. Ah, vous étiez très jeune, mais oui. J'étais en bonne santé, en pleine forme. J'avais aucun souci particulier de quelque ordre que ce soit, sauf que je m'étais levé du pied gauche, donc je faisais la gueule. Et je marchais sur le trottoir, et j'avance sur le trottoir, et j'avais la tête basse, évidemment, j'avais le visage fermé, tout ça. Et puis, en marchant sur le trottoir, à un moment donné, je redresse, je lève la tête, et je reçois en plein visage, me saute à la figure le visage d'une petite fille qui était rayonnante de joie et de bonheur de vivre. Sauf que quand ma tête et mon regard s'étaient levés, j'avais découvert quelque chose, c'est que cette petite fille marchait sur le trottoir avec 2 jambes articulées et des béquilles. Et j'ai pris une gifle monstrueuse. Parce que moi qui avais aucune raison de me plaindre de la vie, je faisais la traite. Elle qui avait toutes les raisons d'en être mécontente, elle était heureuse de vivre. Et ce rayonnement-là, ce côté solaire-là, c'est quelque chose qui transforme le monde. Et c'est là où la solitude devient une solitude qui se partage. Et une solitude partagée, ça s'appelle l'amour. Merci, Laura. Je vais définitivement pleurer, hein, Michel. Allez-y, Laura, ça fait du bien. Mais ça fait du bien de pleurer. Il faut pas. Ça libère aussi de l'énergie, ça libère quelque chose. Absolument. Merci, Laura. Merci, Laura. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et puis on vous retrouve si vous aussi vous avez envie de pleurer avec nous. 0826 300 300.
4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous continuons, non pas à vous faire pleurer, mais à développer votre intuition et à vous aider à écouter votre corps, les messages qui vous envoient grâce à Michel Odoul qui est avec nous aujourd'hui. Et on retrouve Isabelle maintenant. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à Michel Odoul que j'apprécie énormément. D'ailleurs, j'ai son livre. Non, mais de toute façon, si vous n'avez pas le livre de Michel Odoul, dis-moi où tu as mal, clair. Je te dirai pourquoi. Vous ne passerez pas à l'antenne, c'est clair. Voilà, c'est clair. Alors, je vais vous faire rire parce que il y a aussi du lapsus. Alors, j'étais en train d'envoyer un mail parce que je suis entre deux au travail aussi. Et j'ai mis, au lieu de mettre gmail.com, j'ai mis Gmem, parce que vous parliez de s'aimer soi-même. Tout à l'heure, j'ai mis gmem.com. Donc voilà, c'était le petit... Oui, bah c'est ce qu'on appelle un acte réussi. Hein. C'est ça. Acte, voilà, manqué, ouais. Voilà, moi je voulais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a une vingtaine d'années, à peu près. Ouais. Vraiment, donc en fait, j'avais beaucoup de problèmes de dos, une sciatique chronique qui s'était vraiment chronicisée avec des douleurs, des espèces de fourmis, et ils appellent ça des parasthésies dans la jambe, dans la cuisse droite. Et je n'en sortais pas, j'avais 40 ans. Et bon, en fait, dans ma vie, ça allait pas très bien. Je passais beaucoup de choses à bout de bras, on va dire. Et mon premier mari était alcoolique sévère. On avait un petit garçon qui avait à l'époque 6 ans. Et c'était une période très très difficile pour moi. En fait, j'avais consulté pour cette histoire de sciatique parce que vraiment c'était très douloureux, ça m'empêchait vraiment de vivre normalement. C'est très douloureux et très handicapant. Oui, c'est vraiment. Et je continuais quand même à travailler. Mais je vivais avec, on peut dire, mais c'était vraiment, c'était une douleur de tous les jours. Et donc je consulte un premier chirurgien orthopédiste, c'est ce qu'on m'avait envoyé, voilà, qui m'a proposé donc de m'opérer. En fait, j'avais le canal lombaire étroit, sans rentrer dans les détails, beaucoup d'arthrose, etc. Et puis, donc, il m'avait proposé de m'opérer, de me faire une arthrodèse, c'est-à-dire de souder 2 vertèbres lombaires. Et alors, moi, je lui ai demandé, mais vous savez, je suis commercial, je suis en voiture tout le temps, qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence? Alors, il m'avait expliqué, en s'asseyant sur une chaise, que je pourrais plus baisser le dos et le relever, me montrant un mouvement que je pourrais plus trop faire. Et là, j'ai pris peur. Donc je lui ai dit, écoutez, il m'a dit, de toute façon, il n'y a pas d'urgence, on se revoit dans 4 à 6 mois, et voilà, si c'est aggravé, je vous opère. Bon, donc je suis partie vraiment presque en larmes. Hein. Et sur ce, j'ai pris un deuxième avis, et je suis allée voir un neurochirurgien qui, lui, m'a examiné, m'a dit, écoutez, alors il n'a pas du tout la même attitude. Il m'a dit, écoutez, bon, il n'y a pas d'urgence à opérer, vous avez encore votre réflexe, bref, je passe les détails, à qui vient. Et il me dit, mais bon, ce à quoi j'aimerais que vous pensiez, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie? Comme quoi, on voit bien que on a deux personnes qui travaillent pour la même chose et qui ne réagissent absolument pas pareil. Ouais. Voilà. Et alors là, j'ai fondu en larmes, évidemment, devant lui, et je lui ai expliqué ma situation familiale. Et bon, il m'a dit, écoutez, vous êtes jeune, on ne va pas vous opérer. De toute façon, sur le plan de la douleur, peut-être que ça ne vous apporterait pas grand-chose. Donc moi, je pense que le mieux pour vous, c'est de vous faire bien prendre en charge par quelqu'un qui fait de la thérapie manuelle, etc. Et puis de réfléchir à votre situation, essayer de résoudre votre problème familial et de vous faire prendre en charge sur le plan émotionnel. Alors là, j'étais vraiment... il avait tout compris, quoi. Et c'est vrai que ça a été un déclic pour moi. Suite à ça, j'ai rencontré une collègue qui s'était fait opérer à tous les étages du dos, la pauvre. Et elle m'a conseillé son kiné qui faisait du shiatsu et de la fasciathérapie. Donc j'ai été prise en charge par ce kiné qui m'a vraiment tout de suite améliorée en quelques séances. Après, je l'ai vu régulièrement, Et en même temps, j'ai écouté vos émissions et j'ai fait connaissance avec Michel Odoul.
Voilà. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser donc, à cette histoire de psychosomatique parce que vraiment, intuitivement, je savais que je somatisais, que c'était quelque chose de... Mais vous voyez, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que vous allez voir quelqu'un qui fait quand même office de grand médecin, oui. Et intuitivement, vous avez envie d'aller prendre un deuxième diagnostic. Exactement. Et malheureusement, il y a des personnes qui seraient peut-être restées avec l'idée qu'il fallait se faire opérer et qui, malheureusement, alors que là, visiblement, vous allez bien. Moi, je voulais pas me faire opérer. Je voulais pas diminuer. Je savais qu'il fallait que Mais je crois qu'il faut pas être contre l'opération. Moi, ce serait stupide aussi d'être trop dans le. Mais en même temps, essayons d'abord de voir jusqu'où on peut aller sans se faire opérer. C'est ça, je sentais que je pouvais m'en sortir sans ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, une intuition. C'est vraiment une intuition. Je voulais essayer de lutter sans ça et d'en sortir parce que c'était pas normal. Et c'est ce que m'a dit le neurochirurgien. Il m'a dit non, vous êtes trop jeune, c'est pas normal que vous soyez dans cet état-là. Voilà. Et là, vraiment, il m'a fait réfléchir et ça a été génial. Et puis, j'ai eu la chance aussi de rencontrer, en termes de thérapie manuelle, quelqu'un qui était très efficace, qui aujourd'hui est à la retraite. Mais bon, j'en ai plus besoin. En fait, voilà. Vous avez surtout eu envie de prendre. Vous avez surtout eu envie de reprendre les rênes de votre santé. Oui, tout à fait. Et en fait, en un an, ça allait déjà beaucoup mieux. Voilà. Et puis maintenant, aujourd'hui, 20 ans après, j'ai rencontré mon deuxième mari, qui lui me fait beaucoup de massages, etc. Et j'ai plus mal au dos, alors que j'ai toujours la même arthrose, même plus, puisque j'ai c'est ce que vous explique Brigitte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez refusé la fatalité de ce qui vous arrivait, que vous avez ouvert quelque chose, vous êtes allé à la rencontre des informations qui étaient nécessaires. Donc, le bon neurologue qui vous a donné les clés et qui a généré le déclic, qui a fait que, parce que cette porte-là s'était ouverte, vous avez trouvé le bon kiné, etc. Là-dedans, la chance et le hasard n'ont rien à voir. C'est tout simplement vous qui êtes allé vers ce qui est disponible et qui existe. Parce que ce kiné, il y a plein de gens qui l'ont croisé, l'ont rencontré, et qui n'ont pas été capables de se faire prendre en charge par lui, parce qu'ils en avaient un qui était plus près de leur domicile, par exemple. Donc, si vous voulez, la première des choses, c'est de ne pas accepter la fatalité de ce qui nous arrive et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Il peut arriver, si vous avez des disques fusurés ou des niveaux de lésions qui sont tels que vous êtes en péril pour votre jambe, qu'il y ait une nécessité opératoire, c'est exact. Mais il peut arriver aussi, bien souvent, qu'il ne se soit pas nécessaire et que les solutions et les réponses puissent être ailleurs. Vous les avez trouvées d'ailleurs. Vous avez même traversé et transformé ça d'une manière extraordinaire, puisque vous en avez fait un outil pour trouver un homme qui vous masse. Ouais. C'est vrai, c'est énorme. Ça, c'est vraiment... Je dis toujours que c'est de la chance, mais franchement, c'est un truc génial, ça. Il n'y a même plus besoin de prendre de rendez-vous. Non, c'est ça, voilà. J'ai vraiment fait le gros lot, là. Et voilà. Voilà. Mais merci de votre témoignage, Isabelle. Il va dans le sens vraiment de ce qu'on a eu envie aujourd'hui de transmettre, d'écouter son intuition, d'écouter ce que notre corps transmet. Votre corps ne vous voulait pas du mal, en fait. Hein. Il voulait juste que vous repreniez votre vie en main et c'est ce que vous avez fait. Vous l'avez reprise en main. Bravo. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Merci. Isabelle. Merci. On va continuer évidemment après les infos avec vous au 0826 300 300. N'hésitez pas, venez témoigner. Si vous n'avez peut-être pas encore compris le message de votre corps et que vous avez envie d'un éclairage, Michel Odoul est avec nous. Donc n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. Et puis, comme tous les jours, il y a une petite devinette. Je la trouve assez mignonne, celle-là. Pourquoi Disney devrait vendre des soutiens-gorge ou donner des soutiens-gorge aux femmes qui vont avec leurs enfants chez Disney? Vous avez peut-être une idée, en tout cas sinon, il y a la réponse. Pour l'instant pas, mais vous avez le temps un petit peu de la chercher. Et puis on continue bien sûr à vous aider à prendre votre vie en main. C'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille la vie, mais en même temps, quand on dépasse les épreuves qu'elle nous envoie, on se sent souvent mieux. Et c'est peut-être comme ça aussi. Et ce serait peut-être aussi la philosophie du jour. Voilà. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous continuons avec Michel Odoul à éclairer les messages de votre corps. Et pour ça, bien sûr, il vous suffit de nous appeler au 0826 300 300 et vous pourrez échanger avec nous. Alors, je vais donner la parole à Gaël dans un instant, mais d'abord, on va revenir à la devinette du jour. Pourquoi Disney devrait vendre ou donner des soutiens-gorge aux femmes
C'est simple, Michel Odoul. Écoutez bien, parce que les femmes, elles aimeraient bien avoir des seins animés. Ah oui. C'est mignon. Oh, c'est mignon. Hein, vous êtes d'accord? Elle est mignonne, celle-là. C'est mignon. Oui. Bonjour Gaëlle. Bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Bonjour. Merci d'être avec nous pour témoigner, Gaëlle. Avec grand plaisir. Alors moi, j'avais envie de partager mon témoignage parce que j'ai vraiment un corps qui parle beaucoup. Et de ça depuis que je suis enfant, en fait. Oui. Alors, faut savoir que ça a commencé, en fait, quand mon père est décédé, j'avais 8 ans. Et là, j'ai fait un trauma. Donc, c'est-à-dire que ma mémoire, j'ai tout oublié, en fait. Et après, la vie a fait que... il y a eu des problèmes avec ma mère et tout ça. Mais j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau du dos. Et après, à 20 ans, j'ai eu la visite biliaire. On me l'a enlevée. Et quand j'ai eu 31 ans et ma fille 8 ans, donc en fait, il faut savoir que c'est l'âge oui, quand votre fille a 8 ans, bien sûr. Que mon père est décédé. En fait, là, j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse en voiture. Exactement comme mon père est décédé en voiture. Et là, j'ai commencé à me poser des questions, en fait. Et là, j'ai aussi ma thyroïde qui s'est mise à dysfonctionner. Parce qu'en fait, je pouvais pas exprimer les sentiments chez moi, c'était pas possible que ça soit avec ma mère ou autre. Donc mon corps il a fait que ça, que de parler. Oui. Ce qu'on peut imaginer, Gaëlle, c'est que quand vous avez 8 ans et que votre père décède, vous avez été, comment dirais-je, laissé seul avec votre souffrance. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a pu vous aider à traverser ce deuil qui est quand même un des deuils essentiels, perdre son père ou sa mère. Et donc tout ça a provoqué en vous des blocages, des choses qui sont et quand votre fille a 8 ans, c'est une sorte de synchronicité d'âge. On connaît bien, on connaît bien ça. Oui. Ouais, ça a été ça en fait, totalement. Mais au moins, ça vous a permis, j'imagine, de commencer à entendre ce que vous disait votre corps et ce que justement vos émotions qui n'ont pas été suffisamment accueillies et qu'il était temps que vous accueilliez vraiment tout ce que vous avez traversé. En fait, ça a été ça. Ça a été vraiment le début de mon ouverture, de la compréhension à moi-même de tout ce que j'avais mis de côté, en fait. Parce qu'il fallait vraiment que j'avance et il fallait que je supporte la vie familiale. Mais après, oui, j'ai eu des problèmes de dos. J'ai été opérée 2 fois des cervicales. Et à chaque fois, les médecins ils me demandaient pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai eu dans mon enfance. Mais j'avais pas d'explication en fait. J'avais aucune explication, il n'y avait rien eu. Si ce n'est que je portais ma mère, de 8 ans à 15-16 ans, j'ai porté ma mère qui était vous avez surtout pas pu exprimer quelque chose. Oui, c'est ça, si vous voulez. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans votre témoignage. La première des choses, c'est la démonstration de la puissance des vécus émotionnels. Et d'une puissance qui est d'autant plus grande qu'on l'ignore, c'est-à-dire que ces vécus émotionnels ont été déniés, ont été enfouis au plus profond de nous-mêmes. Et cette puissance, elle est extrême, c'est-à-dire qu'elle se voit dans votre témoignage avec l'espèce d'effet de rémanence qu'il y a eu quand votre fille a eu l'âge que vous aviez à l'époque où votre père est décédé. Et ce qui produisait chez vous quelque chose qui était en résonance avec le contexte dans lequel il était mort. C'est-à-dire que ça vous donne très précisément, dans le fait que ça apparaissait en voiture, ça vous donne très précisément la précision de la mémoire qui était la mémoire agissante. Et qu'après, votre corps, il est exprimé à différents stades et à différents degrés, ce qui était... bien sûr qu'avec les cervicales, vous savez, les cervicales, c'est ce qui est entre la tête et le cerveau, et puis les bras et les jambes, ce qui permet de faire passer les choses dans le réel. Et cette zone de passage des éléments du conceptuel ou des champs émotionnels dans le réel, c'est celle où se bloquent tous les interdits que l'on se met. Et donc la tension qui peut exister au niveau de votre nuque, parler de la façon avec laquelle vous reteniez, vous interdisiez l'expression de quelque chose, qui a fini par se traduire, puisque dans les parties solides et dures, on avait pu réussir à traiter plus ou moins la chose, par ce qui s'est passé au niveau de votre thyroïde, qui est effectivement la glande chef d'orchestre, qui est à la fois la glande de la croissance de l'enfant, une glande particulière qui a la forme d'un papillon, c'est-à-dire l'envol et l'expression de soi, et qui a été vraiment la signature finale que le déni du ressenti et de la souffrance
était ce qui avait besoin d'être exprimé aujourd'hui et qu'il fallait vous donner les moyens et la possibilité de le faire à la fois pour vous et je pense aussi à la fois pour votre fille. Tout à fait, tout à fait. Et moi, en tout cas, ça a été le début vraiment de l'écoute à moi-même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, quand même, vous avez enfin pu avoir une vraie prise de conscience de ce que vous aviez traversé sans pouvoir le nommer, en quelque sorte. Oui, c'est ça, en fait. Et puis jusque là, dernièrement, où j'ai de nouveau une crise et une hernie discale qui s'est redécouverte. Alors, ça se trouve que moi, j'ai fait toute une évolution. Au niveau cervical ? Oui. Et en fait, là, en fin d'année, donc fin octobre, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs au bras gauche. Voilà, c'était ça la question que j'allais vous poser, parce que dans ce que vous dites, je vous entends beaucoup parler de votre mère, mais vous savez que la blessure, qui est celle que vous avez absolument besoin de reconnaître, c'est le ressenti qui a été le vôtre et que vous avez dénié lorsque votre père est mort. C'est le fait qu'il vous ait sans doute abandonné et que vous lui en vouliez de cet abandon et de cette trahison. Mais comme c'est quelque chose qui est inacceptable sur le plan émotionnel, cette culpabilité-là, vous l'avez enfouie au plus profond de vous-même. Et c'est là-dessus qu'il y a besoin de travailler quelque chose. Justement, là, le fait maintenant je suis thérapeute et énergéticienne, donc je fais des soins énergétiques. J'en ai reçu pendant toute ma période de douleur, et j'ai enfin pu mettre un doigt sur le manque que j'avais pas jusqu'à maintenant conscientisé. Et ma douleur, alors hernie. Oui, mais il y a ce manque, certes, mais c'est plus grave. C'est plus grave que ça. C'est cette sensation que quelque part il vous a abandonné et puis il vous a en plus foutu une mère à charge sur le dos, si je puis dire. Tout à fait, bien sûr. Vous voyez, et ça c'est alors évidemment que c'est pas de sa faute, mais quelque part quand on est enfant. On a le droit d'en vouloir à son parent, parce que quand on est enfant, on n'a pas la rationalité de l'adulte. Et donc, c'est même plus qu'un droit. C'est-à-dire que c'est quelque chose, et c'est une réaction émotionnelle naturelle. C'est-à-dire c'est normal que vous lui en vouliez. Moi, je me souviens d'une personne qui était venue pour un autre problème corporel, qui avait vécu, non pas le décès du père, mais le décès du conjoint qui était mort dans ses bras. Elle me disait qu'elle était très heureuse d'avoir pu l'accompagner jusqu'au bout, etc., etc. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, madame, écoutez, je suis très content que votre cerveau me dise ça, et je vous crois tout à fait quand vous dites ça, mais moi, j'ai besoin de la réponse de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a pensé au moment où il mourait dans vos bras ? Et là, cette personne s'est effondrée en larmes et elle m'a dit ce qui m'est venu à l'esprit, monsieur, je n'ai jamais osé le dire à personne, c'est salaud, pourquoi tu m'abandonnes ? Et je pense que c'est de ça dont il s'agit. Oui, je crois qu'il y a une colère qui s'est manifestée, mais que vous n'avez pas pu manifester, vous voyez ? Ce qui est compliqué, c'est que j'ai toujours pas de souvenir, et avoir une colère contre quelqu'un sur lequel on n'a aucun souvenir, c'est difficile en fait. C'est ça le truc. Faites un travail symbolique. Faites un travail symbolique. Oui, prenez une feuille de papier, écrivez. Écrivez à votre père, écrivez sans aucune censure, laissez venir ce qui vient. Allez dans un bois, prenez un morceau de bois, cognez sur une souche en pensant à votre père et laissez émerger tout ce qui vient. Parce que quel est l'organe que vous vous êtes fait enlever ? C'est la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est un des sièges de la colère. Comme par hasard. Et puis peut-être, si vous avez des photos de vous avec votre père ou des photos de votre père, regardez les photos, parce que très souvent, quand on a la mémoire comme ça qui s'est arrêtée, les photos nous permettent de refaire fonctionner un petit peu des souvenirs ou des émotions liées à notre mémoire. Je réessayerai, mais pour l'instant, jusqu'à maintenant, ça n'avait pas... Voilà, même les souvenirs qu'on a pu me raconter, ça n'a jamais ramené aucun souvenir, quoi, en fait. Pour moi, en tout cas. Oui, parce que la blessure est encore là. Pour l'instant, je dis pas que ça bien peut sûr. pas revenir. Hein. Mais vous pouvez aussi vous inventer des souvenirs avec votre père. Comme par hasard, votre inconscient, il va écrire des choses, il va vous faire écrire des choses qui seront peut-être le début de souvenirs qui pourront revenir. Oui. Faites confiance à votre inconscient. Ouais, totalement. Parce Merci. que lui n'oublie rien. Oui, oui, je sais bien, oui, c'est clair. Mais évidemment, sur le plan conscience, c'est trop douloureux, donc c'est occulté. Oui, c'est on le sait, on le sait à quel point le traumatisme peut provoquer un oubli total de choses. Ça s'appelle une amnésie partielle. Exactement, donc ça on le sait. Voilà, mais on peut quand même arriver à rouvrir, si je puis dire, la porte blindée qui s'est installée. Merci en tout cas, Gaëlle, parce que c'est pareil, votre témoignage, il est
Mais il est riche. Il est riche et tellement parlant. Oui, absolument. On fait une petite pause et on retrouve Mika maintenant dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, auteur de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi aux éditions Albin. Michel, revisité, réaugmenté avec notamment toutes les maladies qu'on appelle auto-immunes. Aujourd'hui, il y a les maladies auto-immunes, il y a la désespérance, il y a les apnées du sommeil, il y a le Takotsubo, il y a les problèmes de thyroïde. N'est-ce pas? Et la liste est longue. Oui. Mika, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Merci d'être avec nous, Mika. C'est moi qui vous remercie. Je suis super content et j'étais en train d'écouter la radio et j'ai peut-être solutionné mon problème avec l'auditrice d'avant. Vous allez me dire. Voilà, donc je vous explique. J'ai eu un mariage qui a duré 14 ans, qui m'a coûté une hernie discale. Là, ça va faire 4 ans que je suis séparé et que je rencontre des femmes qui ne sont pas pour moi, qui ne sont pas disponibles pour moi, qui retournent soit avec leurs ex ou alors qui n'ont pas coupé avec leurs ex. Et donc là, je suis avec une personne depuis un mois avec qui ça se passe super bien. Il y a aucun mais, il y a pas de mais, il y a tout coïncide, tout coordonne. Elle est disponible, elle est libre. Elle est libre, mais il y a quand même un petit mais, c'est qu'il y a un ex-mari qui est assez présent. Ils ont un enfant en commun, donc c'est normal. Et il y a un ex qui est encore rattaché un petit peu à elle. Elle avait coupé avant de me connaître. C'est pas moi qui ai fait que, mais elle avait coupé avant. Mais résultat, il est quand même un petit peu présent, malheureusement. Et là, moi, je suis bloqué, comme l'auditrice d'avant, au niveau de C6 et de C7, avec des douleurs dans le bras, au niveau du coude et de la main. Voilà. Et puis j'ai mon corps, moi aussi, qui me parle beaucoup. Et alors, j'ai conscience de tout ça. J'ai conscience de tout ça, mais j'arrive pas à me débloquer ça. La peur de l'abandon, la peur d'être... Il peut y avoir ça, mais j'aurais juste envie de vous poser une question. Je vous entends beaucoup parler des ex des autres. Oui. Moi, c'est moi qui ai pris la décision par rapport à mon ex. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, oui, mais encore. Eh bien après non, moi il n'y a pas eu de coup de cœur vraiment. Ça a été des histoires de 15 jours, de 1 mois. Non mais on parle de votre ex. Est-ce que elle est encore dans vos rêves de temps en temps? Non. Comment qu'est-ce que vous en diriez? Moi j'en dirais que on est reliés par une petite fille que l'on a eu ensemble, mais voilà, moi ça serait que de moi je ne la verrai plus, mais voilà, c'est ah non. Est-ce que vous croyez au hasard et que à partir du moment où on va dire vous êtes libre et vous êtes libre de mener et de construire votre vie de couple futur et nouvelle, le fait que vous rencontriez que des femmes qui ne sont pas disponibles à cause de leur ex n'est pas quelque chose qui est un petit clin d'œil à réfléchir sur la liberté qui est la vôtre par rapport à la vôtre d'ex. Oui. Dans ce que vous décrivez de l'actuel, dans les faits de l'actuel, vous parlez qu'elle est disponible, qu'elle est prête, etc., mais qu'à votre goût, elle a encore un lien trop grand avec son ex à lui parce qu'il y a un enfant. Vous venez de nous dire la même chose de vous? Oui, complètement, oui, complètement, oui. Voilà, donc peut-être que c'est là où il y a encore un petit quelque chose qui a besoin d'être apuré. Donc là aussi, peut-être un travail symbolique dans lequel vous allez trouver un vecteur pour exprimer ce que vous avez encore sur le cœur. Elle a quel âge, votre petite fille? Je dis petite, elle va avoir 13 ans. D'accord, mais vous avez dit petite. Donc, oui, j'ai dit petite. Vous voyez, donc peut-être que c'est tout simplement une culpabilité d'avoir rompu le lien avec votre ex et que c'est ça qu'il faudrait travailler. Vous voyez. Oui, ça j'en suis conscient. Peut-être, mais c'est ça qui il faut lever cet interdit. Hein. Et c'est ça qui fait qu'il y a peut-être encore un lien inconscient avec votre ex. Comme si dans votre imaginaire, vous auriez pu quand même, pour votre toute petite fille, rester pour elle, quoi. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Moi, j'ai réfléchi pendant 2 ans avant d'arrêter la relation. Parce que c'est 6, c'est 7, vous avez dit. Oui, c'est 6, c'est 7. C'est 6, c'est Saturne, et c'est 7, c'est le Soleil. Ouais.
Donc c'est les deux dans images. votre livre. Les deux images du Père. Saturne, c'est le Père qui dévore. Le Soleil, c'est le Père qui est fiable et qui se lève tous les matins pour éclairer le monde. Oui. Et donc, je pense qu'il faut être en paix. Entre les deux. Voilà. Ouais, il faut être en paix. Vous avez essayé de sauver votre couple pour votre fille, et puis c'était pas possible. Et peut-être que pour elle, c'est mieux que vous ayez rompu, parce que c'était certainement toxique de voir vous voir tous les deux. Vous voyez, donc soyez, pardonnez-vous et soyez en paix avec vous-même. Oui, ça je l'ai pas fait effectivement, de pardonner de me pardonner par rapport à avoir fait ça par rapport à ma petite. C'est vrai que je l'ai pas fait ça. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai demandé pardon ce que j'avais fait à l'âme de mon ex et tout ça. Enfin bon, voilà, j'ai rien fait d'exceptionnel. Et ben moi aussi, je me suis demandé pardon. Je me suis dit aussi que j'avais le droit d'être heureux maintenant, et puis que voilà, que il fallait lever les interdits, tout ça. Mais effectivement, j'avais pas forcément, j'ai pas formulé le pardon à ma petite, effectivement. Et alors, vous voyez, Mika, pourquoi je crois que c'est vraiment ça la symbolique de votre témoignage, c'est que vous avez appelé et vous avez quitté votre ex quand votre fille avait 8 ans, puisque c'était il y a 4 ans. Ouais. Et comme elle a 12 ans aujourd'hui, vous voyez, c'est comme si ça a fait une résonance, vous voyez, c'est intéressant. Hein, enfin bon, moi je dis ça, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est assez rigolo. Enfin rigolo, c'est pas rigolo au sens, vous voyez. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Vous entendez le témoignage de Gaël, qui à l'âge de 8 ans, etc., et tout d'un coup, perd son père. C'est à 8 ans que votre fille a perdu son père. Oui. Vous voyez, et je pense que ça vous parle, hein, oui. Oui, ça me parle complètement. Oui, je vous écoute beaucoup et puis je suis complètement là-dedans, donc oui, ça me parle. Et vous savez, peut-être que Mika, elle a 12 ans, elle est capable d'entendre. Peut-être qu'il faut en parler avec votre fille. Complètement. Je parle beaucoup. Hein, je suis très très ouvert. On parle de tout. Vous lui avez dit pourquoi vous êtes parti et que vous ne l'avez pas abandonné? Oui. Et puis oui, complètement. Oui, je lui avais dit. Après, c'est une petite en plus qu'on avait adoptée. Alors, elle a subi double abandon, donc double culpabilité de ma part, quoi. Vous voyez. Il faut pardonner 2 fois. Mais vous venez de le nommer, vous le dites bien, double culpabilité de votre part. C'est là-dessus qu'il faut relâcher vos cervicales. Et pour relâcher vos cervicales. Oui, parce que je le sens bien, que c'est symptomatique. Hein, il y a des moments dans la journée où je suis bien, même quand je suis avec ma nouvelle compagne, c'est top. Je le sens bien, même hier, j'ai pu aller courir. Ce matin, je me réveille, j'ai mal dans le bras, machin et tout. Enfin, je sens que c'est de la symptomatique. C'est hallucinant, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je le sais que je suis en train de... Non, c'est pas du grand n'importe quoi. C'est l'expression d'une souffrance qui est à l'intérieur et qui frappe à la porte et qui aurait besoin de pouvoir s'exprimer réellement. Soyez gentil, un peu plus gentil avec vous-même, Mika. Bah ouais, je le sais. C'est pas du n'importe quoi. Ouais, je sais tout ça, je sais. Ouais. Vous voyez, ça me donne envie de pleurer parce que c'est. Alors allez-y, c'est bien. Parce qu'en plus, voilà, j'ai rencontré vraiment une belle personne, quoi. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de mais, c'est génial. Ça va être une super belle-mère, voilà. Ah oui, complètement. Déjà, ça l'est. Et alors, tout va bien. Oui, tout va bien. Sauf cette merde à la con qui me saoule dans la journée, mais c'est tout, quoi. Effectivement, tout va bien. C'est vrai, tout va bien. Je me plains la bouche ouverte, quoi. C'est fou, quoi. Bon, non, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Allez, éventuellement vous faire aider, allez voir un ostéo ou éventuellement même éviter les manipulations cervicales, mais allez voir un énergéticien ou un praticien shiatsu. Quelqu'un qui va vous permettre de relâcher ce qui est en dessous de la tension musculaire qui comprime au niveau cervical. Vous avez vraiment besoin de faire relâcher votre nuque parce que c'est une réalité physique qui est indéniable et qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas ignorer. Hein. Et parallèlement, vous avez compris. Hein. Oui, j'ai compris. Oui, là, j'ai compris. J'ai compris. Après, j'avais fait un parallèle aussi avec ma maman qui il y a beaucoup d'années de ça, mais j'avais 18 ou 19 ans, a développé un cancer du sein et je me souviens pas parce que j'ai bloqué beaucoup de souvenirs par rapport à ça, mais je pense que j'ai eu un peu aussi peur de la perdre à ce moment-là et j'ai chanté tout le truc et bon là elle va très bien, il y a pas eu de suite ni rien, mais vous voyez ça m'a fait un peu résonance quand elle parlait de cette maladie et puis moi j'ai vu ça aussi, enfin ça m'a parlé enfin. Mais vous savez Mika, si vous sentez que ça se libère pas comme ça grâce à la séance de ostéo ou de shiatsu, vous pouvez aussi aller rencontrer un thérapeute, vous parler pendant peut-être 1 ou 2 séances, 3 maximum, pour pouvoir
enfin lâcher cette culpabilité. C'est des choses qui peuvent partir assez vite. Hein. Vous êtes intelligent, vous avez compris. Peut-être que vous avez juste besoin de vous faire un tout petit peu aider pour enfin pouvoir repartir et être heureux avec votre nouvelle compagne. Merci Mika, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Vous aurez les 4 clés pour une meilleure vie affective. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, le Love Conseil Michel Oudoul, c'est 4 clés pour une meilleure vie affective. On va d'abord revenir sur ce qu'on vient de dire à l'instant avec Mika, hein, faire la paix avec son passé, et tout particulièrement avec ses ex. Hein. C'est pas toujours simple. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Mais c'est voilà. Ensuite, il faut trouver sa vérité par rapport à celle de nos parents. Parce que il y a beaucoup dans notre vie affective, on va essayer de faire pareil que nos parents ou à l'inverse. Hein, donc c'est aussi une vraie question qu'il faut se poser. Il faut comprendre ce qu'on recherche dans une relation et non pas reproduire le couple parental ou au contraire ne surtout pas vouloir se mettre en couple parce que nos parents ont échoué, etc. Hein. Ça nous permet bien sûr, si on fait ce petit travail, de comprendre nos erreurs passées qui sont souvent une volonté d'obéir à toute la famille, hein, toute la lignée familiale. Le sens de la lignée, oui. Exactement. Et puis ensuite, il faut trouver la bonne mesure entre nos aspirations et celles de l'autre, de notre partenaire, parce que on peut avoir beaucoup de désirs, mais quand on est à deux, c'est il faut tenir une compte de adéquation, l'autre. voilà. On est d'accord. Alors ensuite, je dirais qu'il faut aussi oser à la fois de décrypter ses émotions et oser l'intimité sans avoir peur d'être jugé. Je crois qu'en amour, les seules erreurs, c'est de ne rien dire, de ne rien faire. Maintenant, si on en dit beaucoup et que l'autre s'en sert contre nous, c'est qu'on est peut-être avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Normalement, on devrait pouvoir échanger. Ou alors qu'on n'est pas en phase avec soi-même et qu'on se met en situation de subir la volonté de domination de l'autre. C'est-à-dire que dans la relation amoureuse, l'équilibre est aussi fondamental que dans tous les principes même de la vie. Hein, c'est le principe jungien de la réconciliation des opposés et combien le féminin et le masculin, à travers la rencontre avec l'autre, apprennent de l'autre et donc apprennent à faire un chemin qui conduit de soi vers l'autre et de l'autre vers soi. Voilà, et en général, quand on est dans une relation qui fonctionne, c'est une relation qui nous fait grandir, hein, et qui nous fait aller mieux. Sinon, c'est peut-être qu'on a appris quelque chose dans cette relation. Attention, hein, moi je pense que j'aime bien souvent d'ailleurs dire qu'une relation, c'est un peu un parcours initiatique. Hein. On peut aussi apprendre grâce à des relations qui n'ont pas été des relations tout à fait sereines. Hein. Mais il ne faut pas s'entêter dans une relation qui ne nous épanouit pas, évidemment. Voilà, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est observer dans la relation qui n'a pas fonctionné, bien sûr, dans un premier temps, et c'est ce qu'on fait toujours, quelle est la faute et la responsabilité de l'autre, mais surtout quelle est la part qu'on n'a pas prise. Exactement. Et qu'est-ce qu'on voulait aller y chercher, ou est-ce peut-être qu'on a voulu être sauveur. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous aider à avancer. Charles est avec nous. Vous avez testé ce masturbateur dual sensation de la marque Tenga qu'on le retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Ça fait longtemps qu'on n'a pas testé ce genre de jouet, Charles. Donc, je vous laisse le décrire. Vous voulez que je le fasse ou non? Allez-y. Non, ça va. Donc, du coup, moi, c'est la première fois que j'utilise un masturbateur. Donc, du coup, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc c'est un gros cylindre où au milieu il y a une prise ergonomique pour la main, qui est donc le cylindre est un peu aminci au milieu. Et en fait il y a 2 entrées, une entrée qui va donner des sensations un peu plus rugueuses on va dire, et l'autre qui est beaucoup plus doux. D'accord, donc il y a une entrée d'un côté et une autre entrée de l'autre côté. Et les deux entrées ne se mélangent pas. Ce que je veux dire, ça se joint pas l'une et l'autre. D'accord. D'accord. Et donc c'est des sensations évidemment différentes suivant l'entrée. Ouais, c'est ça. D'accord. Et alors, ça fait partie des jouets pour hommes, hein, évidemment, puisque ça vous permet d'avoir une sensation de masturbation différente de la main. Mais de toute façon,
on a même l'impression d'être, d'être dans un vagin en fait. Oui, c'est fait pour. Hein. Normalement, c'est doux, c'est chaud, c'est humide. C'est pas chaud. C'est pas chaud. D'ailleurs, c'est un des inconvénients, c'est que c'est pas chauffant, mais c'est jetable, donc c'est normal. Oui, mais vous pourriez le mettre dans une casserole d'eau chaude pour le faire un peu chauffer, pas trop longtemps quand même. J'y ai pas pensé, J'y ai pas pensé, mais oui, c'est une idée. Bah oui, mais parce que normalement, c'est mieux quand c'est chaud, évidemment. Ouais. J'imagine, ouais. Mais sinon, bon, c'est une sensation que vous avez trouvée proche de la réalité, si je puis dire. Ouais, franchement, j'étais plutôt... au départ, j'étais sceptique, j'ai pris ça à la rigolade, mais très vite, les sensations sont quand même... c'est quand même bien fait, les sensations sont bonnes, quoi. Donc, ça fait bien le travail, comme on dit. Ça fait bien le travail. Quelle note vous donnez à ce masturbateur Dual Sensation, finalement, Charles, alors ? Alors moi, comme je vous ai dit, je vais donner un 7 parce que il n'est pas réutilisable. Vous pouvez l'utiliser que 2 fois finalement, c'est ça ? C'est ça, oui. Un coup on essaye un côté et l'autre coup on essaye le deuxième côté. Ça a l'air d'être très difficile à nettoyer, donc je me suis pas lancé là-dedans et de toute façon c'est pas fait pour, c'est jetable, donc. Donc voilà. Ou alors il faudrait que ce soit froid. Il faudrait l'utiliser à ce moment-là avec un préservatif, quoi. Ce serait la solution pour pas avoir à le nettoyer. Oui. Effectivement, effectivement. Mais je pense que les sensations, en tout cas du côté doux, les sensations seraient quand même pas mal amoindries et du coup seraient peut-être c'est sûr. Ça, oui. Bon, enfin bon. D'accord. Écoutez, de toute façon, 7 sur 10, c'est plus que la moyenne. Hein. Oui, largement. C'est très bien comme produit. C'est juste pour être tout à fait, objectif. Et 16,90 €, ça fait 8 €. C'est le coût, si je puis dire, ça va. C'est toujours moins cher, coûte moins cher que dans la rue. On n'a plus le droit d'y aller, de toute façon, dans la rue. Oui, je sais bien, mais bon, c'est une façon de parler. Et c'était une façon de parler. On s'est bien compris. Merci Charles, en tout cas, de l'avoir testé pour nous, ce masturbateur Dual Sensation Tenga. Vous pouvez le retrouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Voilà. On continue avec Soukaina. Je ne sais pas comment on prononce votre prénom. Soukaina, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Bon. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour Michel aussi. Bonjour. Allez-y Michel, vous écoute. Écoutez, je vous remercie déjà tout d'abord pour cet échange. Je suis un peu perdue, j'aimerais bien que vous m'aiguilliez, comme je m'attendais pas spécialement à cet appel, et je remercie d'ailleurs mon mari qui a tout fait pour me donner cette opportunité. J'ai l'impression que j'ai envie de vous raconter toute ma vie parce que chaque événement peut-être a une signification forcément, mais je vous parle un peu du présent déjà. Allez-y, oui. Peut-être pour me présenter aussi, pour vous expliquer un peu la situation. Donc je suis une jeune maman, d'ailleurs aujourd'hui mon bébé fête son 1er mois. C'est une petite fille qu'on a eue avec mon mari et aujourd'hui je souffre de sévères douleurs en fait à la hanche droite. Honnêtement, j'ai eu du mal au début à distinguer les douleurs entre tout ce qui est périnée, épisiotomie et aussi c'est le retour après accouchement, mais là, après que les douleurs du périnée commencent à se résorber un peu, je commence à faire le distinguo et je me rends compte en fait via 2 séances d'ostéopathe que c'est une cruralgie a priori de la hanche droite. À mon avis, Michel, il y a déjà beaucoup de choses à dire là sur cette. Oui, il y a déjà beaucoup de choses à dire là, et je pense qu'effectivement, si vous voyez un ostéopathe, c'est effectivement la technique qui va vous permettre. Il y a sans doute un décalage sacro-iliaque, mais s'il y a effectivement la cruralgie, donc avec une innervation qui passe sur la face interne de la cuisse. C'est sans doute aussi au niveau lombaire et notamment de la 3e vertèbre lombaire qu'il y a quelque chose qui est à faire et que à la fois tout ce que représentent mécaniquement parlant les contraintes corporelles qui sont celles notamment de l'accouchement, de la manière avec laquelle le bassin est très fortement sollicité, sont à prendre en compte bien entendu. Et puis ensuite, évidemment que il y a à parler de la manière avec laquelle vous pensez en tant que mère, tout ce que ça représente et ça signifie pour vous, à la fois dans les inquiétudes et les manières avec lesquelles vous vous pensez capable
d'être une mère et d'être une mère qui fasse ce qui convient, et ensuite dans le fait que vous allez être capable de, on va dire ça, de tenir les choses matériellement et organisationnellement en parlant dans la famille. Et puis peut-être que ça renvoie aussi à votre mère, qui n'a peut-être pas été une image de mère qui vous aide justement à remplir ce rôle aujourd'hui. J'ai envie de vous dire waouh, parce que oui, en effet, c'est exactement ça. Il y a aussi ce côté, plutôt ce lien avec maman. En fait, j'ai perdu mon papa quand j'étais très jeune. Maman, elle s'est dévouée pour nous, entre guillemets, moi et mon petit frère. Elle n'a jamais refait sa vie, entre guillemets. Et on a eu, en effet, des liens un peu particuliers dans le sens où moi j'ai grandi au Maroc, donc je suis arrivée en France pour ma dernière année d'études, et en effet je pense que je refusais certains schémas un peu entre guillemets un peu archaïques de notre culture, entre guillemets. J'étais tout le temps un peu en contradiction peut-être avec ses pensées à elle, mais aujourd'hui, pendant ma naissance, j'ai réussi à la faire venir ici en France pour assister à cet heureux événement. Mais après son départ, je me suis rendu compte que moi, je suis bloquée, même si cette période de retrouvailles avec elle, ça a pris vraiment une autre tournure, un autre sens en fait. J'ai trouvé une autre femme devant moi, chose que j'ai jamais réellement vécue proprement avec elle. Et en effet, il y a Michel qui vient d'annoncer cette responsabilité ou peut-être cette inquiétude que je peux avoir face à mon bébé aujourd'hui. Est-ce que je fais les choses bien? Je me rends compte que je suis très mal dans ma peau au point que j'arrive plus à l'allaiter aujourd'hui déjà. Oui, comme si d'avoir revu votre mère, ça a réveillé la petite fille en vous. Hein. Ah oui, et en plus, rien que les petits traits de visage de la petite, en fait, ça me renvoie beaucoup à moi quand j'étais bébé. Et le gros problème que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai déjà plus de souvenirs de mon enfance. Moi, déjà, à partir, j'ai envie de vous dire, même avant mes 11 ans, quand papa nous a quittés, j'ai vraiment plus de souvenirs aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, j'ai jamais connu cet homme. Pourtant, j'avais 11 ans quand il est parti. Même mon petit frère, 3 ans, à sa mort, il se rappelait de lui, par exemple. Sauf une chose aujourd'hui, Soukaina, c'est qu'il faut que vous intégriez au plus profond de vous-même que tout ce dont vous êtes en train de parler, ça s'appelle le passé, ça a existé, vous en avez souffert, mais ça n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, vous avez de la vie qui dépend de vous. Vous avez une petite fille qui vous attend et qui compte sur vous. Votre mère vous a fait un cadeau magnifique en venant, parce qu'en voyant votre mère telle qu'elle était, eh bien, votre mère vous a montré que vous aviez eu raison de partir, que vous aviez eu raison de changer d'avis sur ce qu'était le fait d'être une mère, et que le fait d'être une mère n'était pas obligatoirement une prison ou une contrainte ou quelque chose qui oblige ou qui emprisonne, mais qui était au contraire quelque chose qui est absolument somptueux et magnifique, qui est la capacité à donner de la vie, à la prendre en charge, à la nourrir. Regardez pourquoi votre sein ne vous permet plus de la nourrir correctement, pourquoi vous avez cette difficulté, parce que vous croyez que vous n'en êtes pas capable, alors qu'en fait, ceux qui croient que vous n'en êtes pas capable, c'est la petite fille que vous avez été, mais la femme que vous êtes aujourd'hui, elle vous dit que si. Et l'histoire d'aujourd'hui vous le dit aussi à travers votre conjoint. C'est lui qui vous a... C'est grâce à lui que vous êtes avec nous. Que vous appelez. Donc c'est pas quelqu'un qui vous a abandonné ou etc. C'est au contraire quelqu'un qui est à vos côtés et que vous avez donc à la fois la présence et la prestance et l'importance de la mère, tout en étant quand même la femme de quelqu'un qui vous aime et qui vous a conduite jusque-là. Je crois Soukaina, il faut vous libérer à la fois de votre culpabilité, comme on l'a dit tout à l'heure, Amika, et puis il faut vous libérer un peu de vos croyances aussi. J'ai surtout de la culpabilité aussi par rapport à mon petit frère, en fait, parce que l'absence de ce père fait que ma mère était tellement démunie et pour moi, j'ai maltraité mon petit frère quand il était petit. C'était la vraie seule culpabilité que je vis réellement entre moi et moi-même. Et ça, j'ose en fait l'annoncer haut sur les toits parce que je voulais tellement en fait m'en débarrasser. Aujourd'hui, les liens, ils sont très bien avec mon petit frère, mais c'est vrai que ça, c'était une grosse culpabilité. Oui, mais Michel... Et vous croyez que ça l'aide ? Michel Oudoul vient de vous le dire, tout ça c'est le passé. Oui. Aujourd'hui, en fait, la vie vous a offert un mari qui peut vous, qui vous soutient, hein, et on en a la preuve. Et puis une petite fille qui est en pleine santé, qui va bien, hein. Donc elle va bien.
Bon, et donc il faut vous appuyer pour l'instant sur votre hanche gauche, le temps de réparer votre hanche droite. Voilà, et parce que votre petite fille, elle a besoin d'une mère qui soit une mère telle que justement vous pensez qu'il faut l'être. C'est-à-dire présente, qui aime et qui a la capacité de faire ça. Et donc il faut que vous redonniez toute sa liberté de mouvement à votre corps. Libérez votre bassin, libérez vos lombaires. C'est fondamental, vous savez. La 3e et 4e lombaire sont vraiment les vertèbres qui sont les vertèbres de la famille et du devoir. Voilà, Soukena, réécoutez notre témoignage, peut-être, ça vous aidera à bien comprendre que vous avez vraiment la possibilité d'être une bonne mère. Oui, oui. On en est certain. Merci en tout cas. On va conclure dans un instant avec Nathalie qui sera avec nous. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et bien sûr, Michel Odoul est auteur de nombreux livres. Le plus célèbre, c'est 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel, mais vous en avez écrit d'autres qui sont aussi intéressants. Moi, j'aime bien aussi celui où vous dites pourquoi ça m'arrive maintenant. C'est aussi un livre assez intéressant parce que c'est comme par hasard, c'est à cet âge-là qu'il nous arrive telle chose. C'est les étapes de la vie, les étapes, les marches que l'on monte sur l'escalier de la vie. Oui. Exactement. Nathalie est avec nous pour conclure cette belle émission où on a beaucoup pleuré, oui. N'est-ce pas? Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous. Alors, pour faire très court, en fait, j'ai eu donc il y a quelques années un cancer du sein. Les traitements évidemment provoquent pas mal de douleurs, notamment des douleurs articulaires. Et à la fin des traitements, certaines douleurs sont restées. Alors pas par hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard, j'ai découvert le livre donc de Monsieur Odoul et j'ai essayé de trouver un petit peu pourquoi ces douleurs étaient restées. Mm-hmm. Oui, Nathalie, on vous écoute. Excusez-moi. C'est pas grave. C'est la journée. Voilà. Oui, je crois. Oui. C'est pas grave. Ça fait du bien. Ça libère quelque chose. Allez-y. Et vous avez trouvé un peu la réponse du pourquoi de ces douleurs? Eh ben voilà, je suis un peu perdue. En fait, c'est surtout, alors c'est une douleur qui ressemble à une douleur de sciatique, mais qui n'est pas une sciatique, puisque j'ai fait des examens médicaux et il n'y a pas de sciatique, c'est côté gauche. Et j'ai surtout tout le bas du dos au niveau des lombaires qui est totalement bloqué en fait. Pour vous résumer, en gros. Donc vous avez fait des examens, mais vous n'avez pas il n'y a pas d'arthrose, il n'y a pas de hernie discale. Alors pas d'hernie discale, un peu d'arthrose, mais comme tout le monde. Qui justifie pas ces douleurs que vous avez donc au niveau des lombaires. Voilà. Ça et donc là, en fait, actuellement, j'ai carrément des patchs de morphine avec des comprimés antalgiques que je prends en plus, et ça ne soulage absolument pas toutes ces douleurs. Il y a un trajet particulier dans la jambe ou pas? La fesse, ça descend dans le mollet. C'est pour ça qu'on a pensé à une sciatique. Oui, c'est tout à fait possible que ce soit quelque chose qui ressemble à une sciatique. Vous savez, les zones corporelles que vous nommez et la sciatique, elles ont un sens très précis. Les zones lombaires qui sont les zones concernées par les tensions que vous manifestez sont celles qui ont été impactées violemment par la pathologie que vous avez eue. Parce que quand on annonce à quelqu'un cancer, obligatoirement, qu'on le veuille ou non, on pense mort. Quand on touche au cancer du sein, on pense au niveau des femmes, à la mort de la féminité, évidemment, à l'atteinte à tout ce qui peut être, tout ce qui est la beauté et la séduction pour ce qui est le côté de la femme, et la capacité à nourrir et à porter l'autre pour ce qui est la dimension de la mère. Et il faut savoir qu'au niveau des lombaires, les 5e, 4e lombaires sont les deux vertèbres fondamentales, qui sont en lien d'ailleurs avec les douleurs de type sciatique, qui sont porteuses de deux symboliques majeures et centrales, qui sont le couple et la famille. Et bien entendu que quand on est confronté à une pathologie comme celle que vous avez eue, eh bien ce sont les champs fondamentaux qui sont principalement mis à mal. Dernier élément enfin, c'est que la sciatique, elle a un trajet très particulier qui suit à peu près le trajet d'un méridien d'acupuncture qui est le méridien de la vessie.
Et le méridien de la vessie, qui nous sert à éliminer, bien sûr, sur le plan physique, les toxines, eh bien, est celui qui nous sert à éliminer les vieux schémas qui sont au plus profond de nous, qui nous ont servi sans doute, mais qui sont devenus obsolètes et qui ne sont plus valables, dont un schéma référentiel central qui est celui qui est autour du rapport vie et mort. Et je pense que l'ensemble de ces ingrédients-là vous montre que la souffrance qui n'a peut-être pas été ressentie suffisamment ou exprimée suffisamment, c'est la peur viscérale que vous avez eue quand vous avez été touché par cette maladie, et l'insécurité qui continue à être un peu latente et présente dans le fait que peut-être bien vous n'allez pas reprendre une vie normale tant que vous allez avoir ces douleurs-là et que vous êtes une femme qui est en attente, une femme blessée. Vous êtes une femme blessée pour l'instant encore, parce que sans doute, soit vous n'avez pas été suffisamment soutenue, vous n'avez peut-être pas suffisamment pu élaborer ce que vous traversez, et il est temps de prendre soin de vous, oui. Alors bizarrement, alors je le dis aujourd'hui parce que c'est passé, mais bizarrement, moi, ce cancer, en fait, aujourd'hui, je me dis que ça a été un peu une chance, ça a été un stop, une façon de me dire tu prends pas le bon chemin, en fait, parce que voilà, je travaillais beaucoup comme tout le monde aujourd'hui, j'étais toujours débordée, et là j'ai été obligée de m'arrêter, en fait. Oui, certes, mais vous n'avez peut-être... Alors là, vous le dites d'une manière très factuelle et vous avez raison, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça n'a pas été profondément douloureux au niveau de votre âme. Oui, d'autant plus que, alors, au même moment, mon époux a eu un grave accident. Alors en fait, moi, ça me servait bien parce que je me suis occupée de lui, en fait. Voilà. Et donc pas de vous. Voilà. Et ben maintenant. Et vous parliez que vous aviez mon livre, que vous allez relire, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière le cancer du sein. Et j'avais une dernière question, si on a le temps. Allez-y, oui. Il y a à peu près 1 an et demi, donc il y a un gros secret de famille qui a été découvert, c'est-à-dire que j'ai pu parler de l'inceste que j'ai vécu quand j'étais enfant. Rien que ça, oui. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez bien que derrière tout ce que vous êtes en train de dire et ce qu'était la situation familiale à l'époque et qui était votre situation professionnelle, vous passiez à côté d'une vie. Et vous passiez à côté d'une vie qui est une vie de femme et une vie de mère, parce que la femme active n'est ni femme ni mère, elle est une personne active, comme l'homme qui est actif, il n'est ni père ni homme, il est quelqu'un qui travaille et qui répond à des besoins qui sont les besoins de la société, et que vous passiez à côté de vous-même, et vous passiez à côté de vous-même sans doute parce qu'il y a un enfant blessé au plus profond. Et donc comment je fais maintenant? Comment vous faites? Vous allez essayer de retrouver cet enfant qui a été blessé. Vous avez les enfants ou pas? Oui, Nathalie, je crois que... Bon, on va être obligé de laisser Nathalie, mais je crois que Nathalie, oui, il faut qu'elle prenne soin d'elle. Mais bien sûr. Et qu'elle se fasse aider. Se fasse accompagner, qu'elle fasse un travail de rêve éveillé, un travail d'écriture, qu'elle fasse émerger de la mémoire, qu'elle parle avec des proches, qu'elle partage ses peurs ou ses angoisses avec son conjoint, ça lui permettra à lui de parler des siennes, et à ce moment-là pourront peut-être émerger des souvenirs de la petite enfance qui vont entrer en résonance avec ça. Parce que là, Nathalie, votre corps souffre beaucoup, mais c'est bien sûr émotionnellement et je dirais même spirituellement qu'il y a une souffrance à élaborer. Et la chance que vous avez, c'est qu'il n'y a pas de lésion au niveau vertébral. Voilà, donc vous pouvez retrouver, j'allais dire, une autonomie corporelle, mais pour ça, il faut aller travailler en profondeur. Oui. Et c'est ce que vous dit votre corps. Voilà. Et faites-vous aider si besoin. Bien sûr. Merci Nathalie. Merci à tous. Merci beaucoup Michel Odoul. Comme toujours, on avance et on aide les gens à prendre leur chemin, parce qu'après tout, chacun prend le chemin qu'il peut. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et demain, nous serons avec Christophe Médissier et on va apprendre à s'aimer. Comment on apprend à mieux s'aimer. Et ce sera demain.